Deux mémoires de syndicalistes dans l'éducation nationale entend-on partout ce matin. Une telle union sacrée, on n'avait pas vu ça depuis longtemps, peut-être même jamais. 11 syndicats, main dans la main, des enseignants, des proviseurs, des CPE, des personnels des établissements, même des inspecteurs, les cadres sub de l'éducation nationale si vous voulez, les fédérations de parents d'élèves aussi. C'est le mammouth tout entier qui débraye aujourd'hui. Il en peut plus le mammouth, des règles tatillonnes qui changent tous les 3 jours, du manque de matériel. Alors j'ai lu ce matin que c'était le 50e protocole sanitaire depuis le début de la crise, 50e tout rond. Mais est-ce qu'il n'y a que du Covid dans cette mobilisation à l'école qui prend le gouvernement par surprise et vient quelque peu changer le récit d'une crise bien gérée présidentielle J-88. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour. Journaliste à Valeurs Actuelles, bienvenue. Jean-Christophe Gallien est avec nous aussi, politologue, conseiller en communication. Bonjour Jean-Christophe. Et David Revaud-Dallon, le rédacteur en chef du service politique au Journal du Dimanche. Bonjour David. Bonjour Dimitri. Alors la question de l'école, David, je commence par vous. C'est pour le gouvernement. Est-ce que c'est le signe noir de la rentrée? Vous savez, chez les hommes d'affaires, le signe noir, c'est l'événement imprévu qui vient tout changer. C'est sûr que c'est en train de tourner vinaigre et au mauvais moment, si vous voulez, cette affaire d'éducation nationale. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le bilan de Jean-Michel Blanquer, d'une part, et du gouvernement en matière d'éducation nationale. On peut en parler. Il y a eu du positif, du négatif. Et il y a le bilan de gestion de cette crise sanitaire du point de vue de l'école. Alors jusqu'ici, là encore, il y avait eu des polémiques depuis 2 ans, mais de manière générale, sur le tableau de chasse du gouvernement, Jean-Michel Blanquer, c'était plutôt un des bons élèves. Il est bien en cours en Macronie, on le sait. Il avait plutôt la cote du point de vue du président. Il est proche de Brigitte Macron. Il s'était plutôt bien maintenu. Il avait fait 5 ans à son ministère. Et là, patatras, effectivement, vous venez de le dire, c'est le mammouth tout entier qui s'ébranle. Et donc vous souscrivez à l'idée qu'il y a le Covid, mais c'est un peu le prétexte pour une lutte plus large de l'éducation nationale. Oui, bien. Alors bien sûr, évidemment, on connaît les personnels de l'éducation nationale. On sait qu'au début de la crise, notamment, ils s'étaient un petit peu illustrés par leur manque d'allant, alors que dans le même temps, les personnels soignants étaient au front, au combat. Mais là, je pense que c'est d'une toute autre nature. Et effectivement, ça illustre un petit peu, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, le fait que Emmanuel Macron, il a voulu en partie jouer la carte du Covid en ce début de campagne. Il n'est pas candidat, mais très clairement, avec son interview aux Parisiens, sa fameuse formule où il avait tellement envie d'emmerder les non-vaccinés, il a joué politiquement cette carte-là. Le problème, c'est qu'avec ce variant Omicron, on ne maîtrise rien, on ne peut pas présager de l'avenir, on ne peut pas établir des stratégies. Et là, c'est en train de se retourner contre lui. Et encore une fois, au plus mauvais moment, nous sommes à 90 jours de l'élection présidentielle. Il y avait plutôt dans l'opinion, je ne dis pas que l'opinion est totalement conquise par la gestion du président, mais grosso modo, quand vous interrogez les sondeurs, ceux-ci vous disent que les Français expliquent que personne n'aurait forcément fait mieux. C'est ce que disait Robert Ménard il y a quelques minutes au micro de Sonia Mabrouk. Pas mieux, donc grosso modo, les Français donnent plutôt le point au président. Et là, ça vient inverser la tendance. Et à 3 mois, encore une fois, du premier tour, c'est vraiment le pire moment. Mais Charlotte Dornelas, on dit dans la 5e République, le fusible du président, c'est le Premier ministre. Et là, on voit que le fusible, ce serait plutôt Jean-Michel Blanquer. On lit partout, on pose cette question. Est-ce qu'il a pas bon dos, quand même, le ministre de l'Éducation dans cette histoire? C'est exactement ce que j'allais dire. Rajoutons à la crise interne, on va dire, dans le gouvernement, mise en scène par fuite interposée et médiatique. Professeur Blanquer et docteur Véran. Non, mais c'est ça, parce que là, je suis d'accord qu'il y a 2 sujets très différents. Il y a le rapport du mammouth, on va dire, au ministre de l'Éducation nationale, qui a été parfois même compliqué sur un plan politique ou idéologique avec Jean-Michel Blanquer. Mais là, on ne peut pas résumer ce qui se passe aujourd'hui et l'ampleur de la grève, avec le soutien des parents, même des instances dirigeantes dans l'Éducation nationale, à ça. Clairement, la colère se focalise, on va dire, sur des règles incompréhensibles qui sont comment dire, distinctes de la gestion globale de la crise dans un pays. Donc si manœuvre politique il y a, c'est secondaire par rapport à une saine colère. D'ailleurs, depuis le début, sur la question des écoles, Jean-Michel Blanquer allait systématiquement dire qu'il voulait garder les écoles ouvertes et tout le monde s'en est enorgueilli, mais c'était lui qui portait cette idée-là de vouloir garder les écoles ouvertes. On a vu plusieurs fois fuiter pendant la crise comment dire, on va dire, il était un peu agacé, Jean-Michel Blanquer, parfois du côté enfermiste d'autres ministres. Et là, tout à coup, tout devient de sa faute au moment où le protocole, on l'imagine bien, n'a pas été pensé uniquement
uniquement par Jean-Michel Blanquer, quand Jean Castex et Olivier Véran veulent en permanence prendre des mesures plus restrictives les unes que les autres. Donc, c'est un peu quand même le roi de la boulette, parce qu'au lieu de parler des absences des enseignants depuis la rentrée à cause du Covid, il parle d'absentéisme, sous-entendant qu'il y aurait... parce que lui aussi mêle un peu sa vision hors Covid et la vision du Covid. Ça, il y a ça, et puis cette phrase prononcée mardi qui, semble-t-il, a décidé beaucoup d'enseignants à se mettre en grève. On ne fait pas grève contre un virus. Mais ça veut dire quoi, ça, Jean-Christophe Gallien? Ça veut dire surtout que, même s'il est le ministre de l'Éducation qui a le plus long mandat, finalement, la grève n'a jamais pris, en fait, en réalité. Il y a toujours eu cet affrontement, cette friction, et on avait le sentiment que, les communautés de l'Éducation nationale attendaient le bon moment pour, finalement, lui faire payer toute une série d'événements. Parce que là, on parle de cette déclaration, mais il y en a eu beaucoup d'autres pendant tout son mandat. Entre verticalité, cynisme, parfois un peu d'amateurisme, il est, à mon avis, très représentatif finalement du positionnement même d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que finalement, on a, c'est un petit Emmanuel Macron de l'Éducation nationale. Par contre, il n'est pas le ministre de la Santé de l'Éducation nationale. Et là, c'est un peu sévère. Et ça ressemble à l'histoire Macron-Véran. On a l'impression d'être dans un vestiaire une mauvaise histoire de vestiaire de club de foot professionnel. Si vous voulez, il y a deux des attaquants, en tout cas des joueurs importants de la Macronie, qui finalement ne se supportent pas depuis longtemps. Ils sont obligés de jouer ensemble parce que évidemment il y a le propriétaire, voire du club qui est là et qui les oblige à jouer ensemble. Mais en fait, en réalité, ça n'a jamais fonctionné. Et je suis assez d'accord avec Charlotte. Il paye lui finalement. Alors évidemment, Robert Ménard, il était très gentil. Il disait on n'aurait pas fait mieux, ainsi de suite. Sauf que là où c'est très faible, c'est dans l'explication. Là où c'est très faible, c'est dans la verticalité. Là où c'est très faible, c'est dans l'incapacité d'être précis. Effectivement, d'arriver le dimanche soir, on peut imaginer que c'est pas lui qui décide le dimanche soir ce qui va se passer dans le truc. Et là, ça fait trop. Alors donc, il y a les deux. Il y a d'un côté quelque chose qui n'a jamais fonctionné et cette communauté attendait le bon moment certainement pour se le payer. Il y a eu d'autres épisodes et puis il y a la Covid. Voilà. J'entends la lecture politique, mais quand même, David Revaud-Dallon, si on parle vraiment du terrain, faut voir un petit peu ce que c'est l'école aujourd'hui quand même. Tout le monde nous parle de l'état psychologique des enfants. Il y en a qui veulent plus aller à l'école parce que les bâtons dans le nez, ils en peuvent plus. De se faire traiter de Covidé dans la cour, cette culpabilité qui pèse sur eux. Et puis du côté des enseignants, alors on lit des choses assez ahurissantes. Ce matin, on apprend par exemple que 8000 postes d'enseignants ont été supprimés dans le secondaire depuis le début du quinquennat. Quand on dit que l'école est pourtant au centre des priorités du gouvernement, on voit la hausse des démissions, on voit qu'il n'y a pas de reconnaissance du mérite. Tous les profs vous disent, tout ça est piloté depuis le rectorat dans une verticalité, une infantilisation aussi du personnel enseignant. Tout ça pèse aujourd'hui. Alors c'est vrai que la question de la verticalité, elle est centrale. D'abord, je rappelle que Jean-Michel Blanquer, j'en viens à mon point de tout à l'heure, vous savez, on a beaucoup glosé sur la réussite de la transformation de spécialistes de la société civile en professionnels de la politique avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Il n'y en a pas eu beaucoup quand même. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais Jean-Michel Blanquer, jusqu'ici, était considéré comme une des réussites. Même si, vous le disiez, ses prises de position, sa stratégie de réforme a évidemment très vite heurté et braqué les personnels de l'éducation, enfin les syndicats en l'occurrence de l'éducation nationale. Au jour d'aujourd'hui, on voit que c'est massif parce que c'est pas seulement, je crois que ça dépasse largement une opposition syndicale et politique. On a non seulement les syndicats enseignants en unanimité, on a les cantines scolaires, on a les infirmiers, on a les parents d'élèves, je veux dire, c'est la totale, comme dirait l'autre. Donc je crois que là, on est effectivement, Jean-Michel paye une addition qui est bien supérieure à, d'une part, l'ensemble de son œuvre dans l'éducation nationale. Sur le protocole, à sa décharge, et il l'a dit, oui, il ne fait qu'appliquer, transformer, disons, dans l'éducation nationale, les directives du Conseil et des scientifiques. Simplement, effectivement, le problème, les enseignants, après 4 ans de blanquérisme au pouvoir à l'éducation nationale, se voient le dimanche soir expliquer quel sera le protocole pour le lendemain, avec 3 changements en une semaine. Là, je crois que le mammouth, si vous voulez, il est au bord de l'asphyxie, et ça, on ne peut pas le lui reprocher. Et même si, je reviens encore une fois sur le point de départ de cette crise où les enseignants avaient vraiment fait preuve de moins d'allant et de moins de responsabilité que les personnels soignants au même moment et dans une même configuration. Mais là, je crois que c'est autre chose. Je crois que, effectivement, la machine, elle est au bord de l'épuisement. Et Jean-Michel Blanquer, encore une fois, il a bon dos parce que je crois que le reste responsable, c'est encore une fois Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qu'il faut le signaler pour conclure,
a appuyé depuis 2 ans la position de Jean-Michel Blanquer contre les renfermistes, contre Véran, contre Édouard Philippe d'abord, puis contre Jean Castex. Je crois que c'est la position d'Emmanuel Macron et qui a été appliquée par Jean-Michel Blanquer. Appliquée par Jean-Michel Blanquer, mais je crois que Jean-Michel Blanquer, il était aussi très très allant et pour persuader le président. Il y a eu beaucoup de matchs dans les conseils beaucoup d'arbitrages assez compliqués dans les conseils de défense sanitaire et jusqu'ici, il les avait toujours remportés. Bon, on est au mois de janvier, on est à moins de 3 mois du premier tour. Normalement, le mois de janvier, comme dans une année présidentielle, c'est un mois décisif. C'est là qu'il y a des choses qui se cristallisent. Et là, on a quand même l'impression, Charlotte Dornelas, que tout est cristallisé un peu par Omicron. Et là, conjoncturellement, par la mobilisation à l'école, on en est où de cette campagne-là? Là, il y a là, je rejoins absolument. Jean-Christophe Gallien se marre derrière son masque. Mais non, mais non, mais il y a un moment où vous pouvez pas, parce que je veux bien qu'on discours sur tel ministre et tel autre ministre et la différence de vision. À un moment, on peut pas être Jupiter que quand ça nous arrange, quoi. Il y a un chef, et en l'occurrence, ce chef-là accepte que le protocole, notamment, et c'est celui-là qui fait consensus aujourd'hui, c'est celui qui est appliqué aux enfants, qui n'a pas de sens. On peut accepter de ne pas comprendre certaines choses dans cette crise, de pas être aux manettes. On comprend à la fin, avec nos intelligences, que ce qui est imposé aux enfants, au bout de 2 ans de crise, quand on répète tous avec une sorte de détachement que 20% des jeunes filles qui ont moins de 15 ans ont des idées suicidaires, on peut pas le dire comme si on n'avait pas pris conscience du drame que c'est. Et on continue à nous dire il va falloir faire un test, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis en fait, en effet, on a des gamins paniqués à 5 ans et demi d'attraper le Covid. À 5 ans et demi, ils ont peur d'attraper le Covid. Donc on peut pas complexifier encore ce protocole et faire comme si on comprenait pas que c'était absolument dramatique, à la fois pour des enfants et que ça ne pouvait faire que consensus. Parce que, et pour revenir à votre question, dans une campagne présidentielle, s'il y a bien un truc qui concerne une immense majorité des Français, c'est la question des enfants, puisque c'est quand même quelque chose qu'on touche tous du doigt très très rapidement. Donc là, la colère, elle dépasse de loin, en effet, Jean-Michel Blanquer et le personnel enseignant et les parents. Là, il y a un consensus de quasiment toute la société pour dire ce protocole, c'est pas possible, en fait, ça n'a aucun sens. On peut pas imposer ça à des enfants parce que ça n'a pas de sens, et c'est le même gouvernement qui nous dit en même temps, il faut vivre avec le virus, en même temps, les enfants sont transmetteurs, en même temps, au bout d'un moment, c'est pas possible. Bon, c'est bien que Charlotte recentre sur le protocole sanitaire, parce que tout de suite, moi, évidemment, question de journaliste, je pense à la campagne présidentielle. On a envie. Et oui, voilà, mais en réalité, ce que dit Charlotte est, je pense, symptomatique, à savoir que les gens n'y sont pas du tout. Ils sont dans la crise immédiate. Jean-Christophe Gallien. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une offre politique qui s'est perdue en route. C'est-à-dire que c'est comme si on avait zappé cette élection. Cet événement, et c'est peut-être bien heureux, finalement peut peut-être relancer une mécanique qui est de dire, voilà, il y avait des qualifiés, déterminés, voire un tenant du titre qui allait gagner, puis maintenant on va passer à l'élection législative parce que c'est là que les majorités va être l'enjeu et l'enjeu politique va être là. Non, je pense qu'il y a une élection présidentielle qui va se dérouler, c'est peut-être pas mal, et ça débouche sur quelque chose qui sort justement de l'histoire du club de foot, qui sort de cette espèce de syndrome de la saturation sanitaire. Non, je pense que les gens ont envie maintenant, c'est pas une volonté des gens. Je veux dire, le fait est que les enfants, ils reviennent de l'école, ils sont tétanisés. Le fait est, c'est que les collégiens, eux-mêmes le sont aussi, que les lycéens, ils font tout pour l'oublier. Et nous aussi, on a envie à un moment donné de passer à autre chose. Et je pense qu'on est en demande. Il y a une demande politique, une demande électorale. Il n'y a pas d'absence. C'est aujourd'hui dans l'offre politique. Écoutez, et là, c'est pas Emmanuel Macron seulement. C'est la totalité des campagnes. Oui. Qui était en campagne tout à l'heure, c'était M. Ménard, mais Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, à part les petites phrases alors allons ailleurs maintenant, passons à autre chose. Et on ne peut pas continuer à avoir à 3 mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle, à avoir cette atonie, c'est pas possible. Alors il y a une chose m'a frappé, David Revaud-Dallon, à propos de ce qu'a dit Emmanuel Macron, sa volonté d'emmerder les Français non vaccinés. À la question, faut-il rembourser les soins de santé des non vaccinés qui finiraient à l'hôpital, il y a eu un sondage Ipsos, et la réponse m'a stupéfait, à savoir qu'une majorité de Français, et cette majorité elle monte à 74% sur l'électorat d'Emmanuel Macron, approuve cette idée qu'il faudrait punir les non-vaccinés. Et le journal Marianne qui paraît aujourd'hui se pose la question, est-ce qu'Emmanuel Macron ne chercherait pas là à pourrir la campagne? En tout cas, très clairement, d'abord, je crois que c'est une position, la question de la pression et de la contrainte sur les non-vaccinés, elle est assumée depuis le 12 juillet dernier, date de l'allocution du président. Je rappelle qu'il n'en a pas toujours été ainsi, puisque
pendant un an, tout cet exécutif était totalement tétanisé par la perspective d'imposer quoi que ce soit par la contrainte, considérant que l'opinion était totalement rétive au vaccin. Petit à petit, il y a eu une évolution et elle est devenue majoritairement favorable. Donc oui, le président pourrir la campagne, je ne sais pas, mais en tout cas, on jouait comme un atout, puisque, on l'a vu, cette fameuse phrase qui a été tant commentée et qui a fait tant de bruit à juste titre. Marianne parle d'un centrisme autoritaire, là, qui est en train de... Vous savez, il y a Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, il y a quelques semaines, il avait un petit peu... non, c'était Clément Beaune, pardon, le ministre des Affaires européennes, il avait livré la clé, il avait dit, nous, on va s'appuyer sur la majorité raisonnable. Donc c'était une erreur tactique, de le dire, de l'expliciter, puisque, évidemment, ça implique qu'une autre partie des Français n'est pas raisonnable et que, donc, il ne faut pas compter dessus, mais en tout cas c'était assez limpide et explicite. Oui, il mise sur le camp des gens plutôt modérés, plutôt favorables au vaccin et donc tape sur la tête de ceux qui ne le sont pas. Maintenant, encore une fois, c'est à double tranchant, voire à qui tout double, parce que il y a un petit grain de sable qui s'appelle Omicron, et c'est pas un petit, c'est un euphémisme que de dire cela, qui est en train de revenir dans la campagne, qui est en train d'avoir les effets que l'on sait sur le gouvernement via l'éducation nationale, et qui pourrait en avoir d'autres. Alors, le pic devrait être passé assez rapidement, mais en attendant, dans les quelques semaines, on est encore sous la menace et on est totalement sous Emmanuel Macron, il est totalement pas protégé d'un éventuel dérapage sanitaire ou éventuellement de conséquences économiques qui pourraient plomber un peu la reprise qui est plutôt pas mauvaise aujourd'hui. Merci David Revaud-Dallon, le rédacteur en chef du service politique du Journal du Dimanche. Jean-Christophe Gallien était avec nous et Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Merci à tous les trois. Il est 8h57.